Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Jokai, chorégraphe, manager, coordinateur et prestataire de Flashmob. Nous allons vous partager à tour de rôle des anecdotes que l'on a vécues lors de nos prestations. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors je vais commencer. Alors nous, un jour, on a eu un mariage. Donc la mariée, elle a fait appel à nos services pour le service du repas. Donc on devait s'occuper de l'entrée, du plat et du dessert. Il y avait le service du vin d'honneur et elle a décidé de faire appel aux demoiselles d'honneur pour le service du vin d'honneur pour réduire les frais. Donc le jour J, j'arrive. Donc en règle générale, avant une prestation, j'arrive à peu près 2 heures avant la prestation pour prendre le temps de prendre connaissance des lieux, de préparer l'organisation pour les collègues. Donc j'arrive, j'étais avec 2 de mes collègues, on arrive, on s'installe et il y a la maman de la mariée qui vient nous voir et qui nous dit « vous devez vous occuper du service du vin d'honneur ». Je lui indique qu'on n'a pas été contacté pour ces services-là uniquement à partir du repas. Donc c'est-à-dire l'entrée, le plat chaud et les desserts. On n'a pas été contacté pour le service du vin d'honneur. Elle me dit oui, effectivement, elle est au courant, mais qu'elle trouve personne pour prendre en charge le service du vin d'honneur et il lui faut absolument quelqu'un. Et la mariée, à ce moment-là, elle est en train de faire les photos. Et je lui dis, la mariée nous a communiqué que pour le service du vin d'honneur, c'était les demoiselles d'honneur qui devaient s'en occuper. Elle me dit oui, mais les demoiselles d'honneur, elles ne veulent pas spécialement s'en occuper, c'est un petit peu compliqué, je trouve personne pour s'en occuper. Elle leur redit encore une fois, oui, s'il vous plaît, il me faut des personnes pour s'occuper du service, de la mise en place, et j'ai besoin de vous. Et là, les demoiselles d'honneur, elles ne veulent pas. D'accord. Elles ne veulent pas faire le service, elles ne veulent pas spécialement servir, faire la mise en place. Et quand elle parlait avec les demoiselles d'honneur, et que les demoiselles d'honneur disaient qu'elles ne voulaient pas faire le service, il y avait les tantes, il y avait des mamans qui étaient présentes, la famille proche, et ils ne se sont pas spécialement dévoués. D'accord. Voilà, ils ont juste assisté à la scène, ils ne sont pas dévoués en disant oui, les demoiselles d'honneur ne veulent pas faire le service, on va faire le service. Personne ne s'est dévoué. Donc là, à ce moment-là, elle s'en va, elle essaie de voir un petit peu plus loin, si quelqu'un peut s'occuper du service. Et là, j'entends les demoiselles d'honneur qui se plaignent. Attends, mais c'est quoi ce mariage? Comment ça, on doit faire le service? C'est pas normal, on est des demoiselles d'honneur, il est hors de question de servir et tout. Elles étaient vraiment en colère. Donc on échange avec la maman, on se met d'accord, comme personne ne veut faire le service, on décide de faire le service. D'accord. Donc on fait le service à 3, alors que si normalement c'est nous qui devons effectuer le service, on aurait été plus nombreux. Donc on est à 3, on bataille un peu, c'est pas facile, mais on arrive, en tout cas moi, ce que je peux dire par rapport à la situation, c'est que moi je vois de plus en plus que la nouvelle génération, elle ne veut pas servir. Avant c'était les mamans, les tantes qui servaient dans les mariages, mais maintenant la nouvelle génération, elle ne veut pas servir. Même ceux qui servent, je le vois qui sont mécontents de servir, qui ne sont pas contents. Le conseil que je peux vous donner, c'est que faites appel à des professionnels. Déjà d'une, vous aurez un service de qualité avec des experts. Ça permettra que votre famille puisse profiter pleinement de l'événement. Parce que même quand on fait des événements et qu'on voit la famille qui serve, ils ne sont pas contents. Ils râlent, ils soufflent. La nouvelle génération ne veut plus servir. Ils arrivent en talons, bien habillés, maquillés. Ils veulent que profiter. Quel conseil tu pourrais donner par rapport aux futurs mariés, par rapport à la situation? Sur ce contexte-là, ce que je pourrais donner comme conseil aux futurs mariés serait plutôt d'anticiper. Il n'est pas normal d'arriver dans ce genre de situation. On ne peut pas se permettre d'arriver le jour J et la maman commence à courir gauche à droite pour savoir qui va faire le service. Normalement, les mariés, monsieur, madame, doivent en amont savoir qui fait quoi. Il faut savoir que lorsqu'on arrivait à l'événement, la maman a pris du temps pour trouver qui allait s'occuper du vin d'honneur, ce qui fait que ça a décalé l'organisation de l'événement. Lorsque vous faites appel à un membre de la famille pour s'occuper d'une tâche bien précise, prenez le temps de lui informer. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui. Le contexte, c'est futurs mariés. Ils étaient en train de préparer en fait lors de leur mariage. Ils ont sollicité les membres de leur famille. Être garçon, demoiselle d'honneur, processus de leur mariage. Et qu'en fait, la mariée a préféré de prendre les personnes âgées sous prétexte que ces personnes-là allaient se prémunir, prendre en charge les robes. Que
que les garçons également allaient prendre en charge des costumes et que eux allaient faire la chorégraphie de A à Z. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au fur et à mesure, les mariés commençaient à se stresser parce que ces personnes-là, ces membres de la famille, ne venaient pas à l'heure aux répétitions. Ces personnes-là étaient un peu dispersées. Donc il y avait des personnes qui étaient à Londres, d'autres personnes qui étaient en Belgique, un peu partout en Europe. L'idée de faire une chorégraphie avec différentes personnes par sentiment, ces personnes-là ne sont pas sur le même lieu. Plus le temps approche, plus les mariés constatent que finalement ça va être compliqué. Parce que à ce rythme, ils ne vont pas pouvoir avoir une chorégraphie correcte et vraiment à l'image de ce qu'ils pensaient. Du coup, ils se sont dit, non, ça va pas le faire parce qu'en fait, la mariée, entre les pleurs, entre le fait de s'énerver avec ses demoiselles d'honneur et le mari qui a du mal à s'entendre avec ses garçons d'honneur, on a du mal à retrouver en fait le bon chemin. C'est alors en fait qu'à la dernière minute, la mariée m'a sollicité pour pouvoir mettre à disposition une équipe de garçons de demoiselles d'honneur. Ce que je peux donner comme conseil aux futurs mariés, c'est lorsque vous comptez vous marier, ayez l'esprit de prendre les personnes de confiance, les personnes qui vont vous accompagner de A à Z, de 0 à 9. Ne prenez pas des personnes par sentiment. Donc, si vous vivez en France, dans l'île de France, prenez des personnes qui sont dans la même région que vous. Ne prenez pas des personnes qui sont en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Ça ne serait que vous compliquer la tâche. Faites appel à nos services. J'ai le manager mis à disposition des garçons de demoiselles d'honneur de qualité. J'ai des personnes qui sont compétents, ils savent danser et qui vont exécuter exactement votre vision. Moi, le conseil que je peux donner face à cette situation, c'est vrai qu'un mariage, c'est coûteux. C'est des dépenses. Et c'est vrai qu'on veut généralement faire des économies, faire appel aux cousines, faire appel aux nièces. Parce que là, au final, on a sollicité des membres de la famille, mais après, on leur a dit finalement, on n'a plus besoin de vous. Pour éviter les conflits, les soucis, faites appel directement à un prestataire. Des fois, on veut économiser, mais au final, on perd plus que ce que l'on gagne. Je veux rebondir également sur le fait qu'il faut miser sur la qualité. Certes, économiser, c'est toujours bien. Faire appel aux membres de la famille, c'est toujours top. Mais si c'est pour perdre du temps, parce que la temps, c'est de l'argent. Perdre du temps lorsqu'on prépare un mariage, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc il faut emmagasiner et mieux s'organiser de manière à ce que la santé mentale passe de mieux en mieux. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est il faut chiffrer, budgéter votre mariage, que ce soit sur les tenues, les costumes des garçons, les robes des demoiselles d'honneur. Il faut chiffrer également tous les éléments qui pourraient, potentiellement parlant, faire en sorte que ça fasse des dépenses. Mais n'ayez pas peur d'investir, parce que quand vous investissez, c'est votre mariage qui en pâtit. Si vous voulez faire des économies, la balance, c'est ça. Est-ce que j'économise, mais j'ai un rendu de mauvaise qualité, ou est-ce que j'ai investi et j'ai un rendu de bonne qualité? Donc, il faut trouver le juste milieu. Prenez les membres de la famille, c'est toujours bien. Mais si vous savez que certains frères et sœurs, cousins, cousines sont des personnes un peu problématiques, faites appel à des professionnels qui vont faire en sorte que vous soyez à l'aise. Que vous soyez, surtout sur la santé mentale, parce que quand on se marie, on est tellement stressé. Trop de charges. Trop de charges. Trop de charges émotionnelles. Et du coup, c'est important de déléguer, mais budgéter. Certes, c'est un coût, mais c'est pour votre intérêt. Alors moi, un jour, j'ai fait une prestation. Donc c'était une mariée. Elle avait une quarantaine d'années, 45 ans à peu près. Et on avait échangé. Parce qu'il faut savoir qu'avant chaque prestation, on prend le temps d'échanger avec les clients, qu'est-ce qu'ils veulent exactement le jour J. Donc on avait échangé, elle m'avait expliqué un petit peu comment elle voulait que son mariage se passe. Donc c'était une dot, pardon, c'était une dot. Elle m'avait expliqué un petit peu comment elle voulait que sa dot se passe et tout ça et tout. Et elle m'avait mentionné qu'il y avait un gâteau. D'accord. Donc il faut savoir que, en règle générale, les gâteaux, c'est un moment phare lors d'un mariage. Donc elle m'a dit que elle a prévu une pièce montée, voilà, elle est toute contente, elle a sa pièce montée, tout ça. Donc nous, le jour J, on arrive, on fait le service, tout ça et tout se passe bien. Et ce jour-là, on s'occupait de la coordination de l'événement. Et le moment du gâteau arrive. Donc on commence à faire la mise en place et tout ça et tout, pour s'occuper du gâteau. Et là, la sœur de la mariée arrive, et elle dit « Ah non, il n'y aura pas de gâteau,
il n'y aura pas de gâteau. Rangez-moi le gâteau, il est hors de question qu'il y ait un gâteau, c'est une dot. Et dans les dots, il n'y a pas de gâteau. Sauf que nous, quand on avait échangé avec elle, elle nous a dit voilà, elle a son gâteau, elle veut que ça se passe comme ci, elle veut que ça se passe comme ça. Après, nous, le jour J, lors d'une prestation, on ne s'occupe pas forcément des cultures de chaque pays ou quoi que ce soit. Nous, on prend en compte ce que la mariée nous dit. Même si ça ne fait pas partie des cultures, nous, on n'est pas là pour ça. Donc moi, je lui indique que la mariée m'a communiqué qu'il y avait un gâteau, donc on va apporter le gâteau. Et là, elle refuse. Il est hors de question que vous apportez le gâteau, vous sortez pas le gâteau, c'est une dot. Dans la dot, il n'y a pas de gâteau, c'est culturel, c'est comme ça que ça se passe et tout. Et elle était ferme, elle était catégorique. Donc je commence à parler avec elle et tout, je commence à lui expliquer que moi j'ai vu avec la mariée, que la mariée elle veut un gâteau et tout ça et tout, peu importe les cultures. Nous on nous a dit qu'il faut un gâteau, nous on respecte. Parce que nous on prend le temps d'échanger avec les mariés en amont pour prendre en compte l'organisation de l'événement. C'est ça. Donc nous on nous dit qu'il y a un gâteau, il faut qu'on sorte le gâteau. Exactement. Et là, elle commence à s'énerver. Chez nous, les Congolais, c'est comme ça. Dans la dot, dans les dots, il n'y a pas de gâteau, on ne veut pas de gâteau. Je commence à parler avec elle, batailler avec elle et tout. C'était vraiment compliqué. D'accord. Et là, elle commence à appeler les cousines, les tantes et tout ça et tout. Oui, il n'y a pas de gâteau, il faut lui dire, le gâteau, il ne sort pas et tout ça et tout. On commence à parler, tout ça et tout. Et les tantes qui étaient là, ils se sont dit, bah... Effectivement, dans une dot, il n'y a pas de gâteau. Mais si elle veut un gâteau, c'est pas grave. Non, le gâteau, il va pas sortir. Rangez-le. Elle voulait pas le gâteau. Et moi, je commence à parler avec elle. Elle commence à s'énerver. Il faut savoir que nous, on nous appelle pour gérer l'organisation de l'événement, le service du repas. On n'est pas là pour solliciter les mariés lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un conflit. Justement, le but, c'est qu'on vienne et qu'on gère les conflits en interne. Ça veut dire que nous, quand il y a un souci, à part bien entendu de force majeure, on ne fait pas appel aux mariés. Et elle a dit non, moi je vais appeler la mariée, il n'y aura pas de gâteau, moi c'est ma soeur, c'est moi qui décide, tu ne vas pas décider, toi t'es qui pour décider, tout ça. Toi t'es qui pour décider, tu ne vas rien décider. Alors que moi je ne voulais pas décider, moi je suivais juste ce que l'on nous avait dit. Et là à ce moment-là elle appelle la mariée. Et la mariée, comme j'ai précisé, elle a une quarantaine d'années. D'accord. C'est pas une enfant. Donc elle arrive, elle voit que c'est un petit peu compliqué, il y a les tantes qui sont là, les cousines qui sont là. Et puis elle me regarde, elle me dit, oh, faites comme vous voulez. Parce que le jour J, lors d'un mariage, les mariés sont sous le stress, il y a un peu d'anxiété, tout ça et tout. Ça veut dire qu'elle me dit, faites comme vous voulez. Et puis elle s'en va. En gros, elle ne voulait pas assister. Elle a compris qu'il y avait une atmosphère un petit peu compliquée. Elle ne voulait pas insister. Elle dit, en fait, comme vous voulez, et elle s'en va. Et moi, je me dis, non, la pièce montée, il faut qu'elle sorte parce qu'elle nous a dit qu'elle voulait sa pièce montée. Je commence à batailler. Et au final, la pièce montée, elle sort. Donc au final, la sœur, elle cède. Pas contente, hein. Elle était mécontente. Mais elle cède. La pièce montée elle sort, on apporte la pièce montée, on fait le show, parce qu'en règle générale il y a un show, la pièce montée arrive, on allume les feux d'artifice et tout ça et tout. Et la mariée elle vient me voir et elle me regarde dans les yeux, elle me dit merci beaucoup, je la voulais ma pièce montée, merci. Et elle regarde mes collègues et elle dit merci beaucoup, merci, je voulais mon gâteau, merci. Et quand j'ai échangé avec elle, elle m'a fait comprendre que voilà, elle avait mis un certain budget, qu'elle voulait vraiment sa pièce montée. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on la sorte cette pièce montée. Donc, par rapport à la situation, c'est une situation qui est vraiment très compliquée. Nous, vraiment, le souci qu'on a lors de nos prestations, c'est que quand on arrive sur place, on a souvent un membre de la famille qui veut changer toute l'organisation. Des fois, on arrive, il y a des membres de la famille qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a une coordinatrice. Ils ne sont pas du tout au courant qu'il y a une équipe de serveurs. Et ils nous demandent, oui, vous faites quoi? On leur explique un petit peu nos tâches et elles ne sont pas du tout d'accord. Souvent, on arrivait à des prestations où on avait une trame. La mariée, elle nous a dit, on veut ça, ça, ça et ça. Une cousine, une tante qui dit non, ça ne va pas se passer comme ça, ce sera tout le contraire. Et c'est vraiment compliqué pour nous parce qu'on doit suivre les directives et on a un membre de la famille qui ne veut pas du tout. Donc moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ce genre de situation, c'est qu'il faut échanger
avec les membres de votre famille. Quand on arrive sur place, lors des prestations, on a des membres de la famille qui ne sont même pas au courant qu'il y a des coordinatrices. Il y a des membres de la famille qui ne sont pas au courant qu'il y a une organisation bien précise. Échangez avec les membres de la famille. Dites-leur bien que sur place, il y a une coordinatrice. Dites-leur bien que vous avez prévu une organisation bien précise. Je veux rebondir également sur ce genre de conseil parce qu'il est vraiment important. Et on n'a pas assez dit, on va encore le redire. Mesdames et messieurs, lorsque un client sollicite un prestataire, apprenez à communiquer. Vous avez sollicité un prestataire, vous avez fait un programme avec le prestataire en question. Dès cet instant-là, faites une communication, faites une réunion avec les membres de votre famille, paternelle, maternelle, belle famille. Dites les choses claires et précises. Ne vous voilez pas la face. Parce que le problème, quand vous commencez à vous voiler la face, vous voulez que les choses se passent comme vous avez convenu avec vos prestataires, mais lorsque la situation se gâte, vous cherchez la foutée et vous laissez les prestataires tout seuls face avec les membres de la famille. Nous ne sommes pas là pour se batailler avec les membres de votre famille. Nous sommes là également pour exécuter les missions dans lesquelles vous nous avez confiées. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, vous les clients, de dire les choses, communiquer avec tous les membres de votre famille. Si vous savez qu'une personne qui est un peu très compliquée, problématique, dites les termes. Et vous, les membres de la famille, ce n'est pas vous qui êtes parti signer un contrat avec les prestataires. C'est votre frère, c'est votre soeur, peu importe, c'est la cliente, le client. Apprenez à respecter le travail du prestataire. Lorsqu'il y a un prestataire, allez voir le client, donc en gros, votre frère, un membre de votre famille, demandez-lui ce qui a été convenu. Ne venez pas avec des esprits de « moi, je veux tout changer ». Ça arrive régulièrement. Les bras comme ça, là. Moi, je suis le grand frère d'un tel, je suis la grande sœur d'un tel, je suis le papa d'un tel, je suis la maman d'un tel, je suis le grand-père, je suis le... Ça sert à rien. C'est ça. Soyez humble. Allez voir les clients et la cliente. Demandez-lui ce qui a été convenu avec un esprit stable, calme. Nous pouvons trouver des solutions. Quand vous venez avec des esprits un peu Rambo, ça ne sert à rien parce que non seulement vous venez avec des esprits Rambo et sans vous rendre compte, vous allez gâcher le mariage d'un membre de votre famille. Donc, s'il vous plaît, on appelle les esprits, sollicitez un membre de votre famille, demandez-leur le programme et tout se passera bien. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, j'ai un cas où parfois quand on veut l'aspect, on va dire, l'hébergement. Encore une fois, le marié et les mariés, parfois quand ils disent oui, voilà, on avait une histoire où il fallait prendre des chambres d'hôtel et du coup, bah, comme c'est un coût, les mariés se sont dit oui, on n'a pas de problème, on va prendre les chambres d'hôtel pour les garçons d'honneur, des moitiés d'honneur, les membres de mon équipe. Donc, du coup, on leur fait confiance, donc, du coup, on leur dit que bah, voilà, c'est simple. Si vous prenez une nuit, il vaut mieux privilégier le samedi et le dimanche. Si vous prenez deux nuits, vous pouvez prendre de vendredi à dimanche, peu importe, en fonction de leur mariage. Donc, si vous vous mariez vendredi, ça va être de jeudi à vendredi. Si vous vous mariez un samedi, ça va être de vendredi à samedi. Ou alors samedi à dimanche. La particularité, c'est qu'en fait, les chambres sont accessibles à partir de 14 h. Il faut libérer le lendemain à midi. Donc, en bonne intelligence, il faut savoir choisir à quel moment on doit prendre la nuit. Est-ce que c'est de vendredi à samedi ou est-ce que c'est de samedi à dimanche? Si le mariage c'est un samedi et que la mairie est, peu importe, je répète, à proximité ou pas du tout, en bonne intelligence, il vaut mieux privilégier le samedi à dimanche ou inversement le vendredi à samedi. Mais parfois les mariés, quand ils disent oui, on va prendre une chambre d'hôtel, au final ils prennent une chambre où il y a un lit double. Alors quand tu as une équipe de 4 garçons d'honneur, 4 de moitié d'honneur, tu ne prends pas une chambre à lit double. Tu prends déjà 2 chambres pour les filles, 2 chambres pour les garçons. Et ils prennent par exemple une chambre, un lit double. Donc lorsqu'on arrive à la veille de la prestation, on constate qu'il n'y a qu'une chambre qui a été réservée pour les garçons. Vous étiez combien? Il y avait 4 garçons et 4 filles.
Donc 8 au total. C'est ça, 8 Il n'y avait qu'une chambre avec un lit double. C'est ça, un lit double. Donc, du coup, j'ai pas compris en fait le comment du pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, quand je vais beaucoup plus loin, je comprends qu'il y avait des chambres affectées, mais qui étaient réservées pour les témoins, pour d'autres membres de la famille, alors que normalement ces chambres-là étaient affectées pour les garçons de moitié d'honneur. Mais encore une fois, comme c'est des personnes qui ont pris le dessus sur l'aspect psychologique, parce que peut-être un témoin a aidé financièrement les mariés et qu'en contrepartie il faut leur remettre une chambre, ils n'ont pas le courage, la volonté ou de dire bah voilà, cette chambre-là elle est réservée aux demoiselles d'honneur, aux garçons d'honneur. Le conseil que je peux donner aux futurs mariés, c'est quand vous prenez des chambres d'hôtel, il faut savoir que les garçons et demoiselles d'honneur vous représentent. C'est la vitrine des mariés. Un garçon d'honneur représente le marié. Une demoiselle d'honneur représente la mariée. C'est inadmissible que ces personnes-là, qui ont travaillé pour vous, tout au long des répétitions, qui ont sacrifié des heures pour vous, qui vont vous représenter, et que quand on arrive à l'hôtel, il n'y ait pas de chambre pour qu'ils puissent également faire les préparatifs. On ne peut pas se permettre de faire les préparatifs dans le couloir, ni ailleurs. C'est dans la chambre d'hôtel, de manière à ce que la maquilleuse puisse intervenir, que le caméraman photographe puisse intervenir pour prendre les photos, etc. Prenez des chambres adéquates par rapport au nombre que vous avez pris. Si vous prenez 8 garçons, dans ce cas-là, prenez 2 chambres pour les 8 garçons. Puisque une chambre, souvent, c'est un lit simple ou 2 lits, un lit double. En fonction de la configuration, prenez des chambres proportionnelles à la configuration des garçons et des moitiés d'honneur. Ne faites pas l'autruche, ne faites pas semblant. Ne commencez pas à décharger vos problèmes chez des témoins ou chez d'autres personnes pour qu'eux puissent vous solutionner pour vous. Anticiper, budgéter, chiffrer, ça vous évitera les soucis, ça vous évitera la honte et ça vous évitera que les gens puissent également vous abandonner. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas respecté, il n'y a plus envie de prester, il n'y a plus envie de représenter. Voilà, donc c'est important d'anticiper, c'est important d'être clair dès le départ et de prendre le temps de budgéter. Encore une fois, un mariage, ça se prépare. On ne fait pas ça de manière freestyle. Donc quand on voit une chambre d'hôtel, il faut chiffrer. Les chiffres. On a un budget global et quand on a un budget global, on voit les fonds. Faites un mariage en fonction de votre capacité. Et s'il y a d'autres parents qui peuvent vous aider, tant mieux. Mais essayez de collecter ces dons pour que vous puissiez également faire en sorte que toutes les différentes petites prestations soient réglées dans les meilleures conditions possibles. Moi, je pars du principe que tous les prestataires, lors d'un événement, ne sont pas à négliger. Peu importe le poste, peu importe les fonctions, pour moi, tous les prestataires apportent une pierre à l'édifice pour que l'ensemble de l'événement soit réussi. Si le prestataire, par exemple là, on parle de prestataires flash mob, ils ont besoin de 2 nuits ou même de 3 nuits. Si c'est ce qu'ils ont besoin, faites en sorte de respecter le contrat. Cela joue sur leur confort. Notre anecdote, alors un jour on a eu un mariage et on s'est occupé du service du repas. Donc elle a fait appel à nos services en tant que serveur. Donc c'était un mariage, un petit comité. C'était un bon mariage dans une péniche. Elle avait bien organisé son événement. On fait le service, tout se passe bien. Et vers la fin de l'événement, elle décide de mettre une enveloppe vide sur la table pour que les invités puissent lui donner de l'argent en cadeau. Donc elle dispose des enveloppes à chaque table. Et à la fin de l'événement, il y a des invités qui viennent la voir, qui lui remettent les enveloppes. Donc, comme j'ai indiqué, c'est un événement, un petit comité, c'est un événement intimiste. Il n'y avait pas plus de 30 personnes. Donc c'était vraiment les proches. Les proches. Ils lui remettent les enveloppes et tout ça et tout. Et elle ouvre les enveloppes et elle voit 5 enveloppes vides. 6, 7 enveloppes vides. Elle voit que les enveloppes sont vides. Et elle vient me voir, elle me dit oui, j'ai reçu des enveloppes vides. C'est pas normal. Moi, j'ai l'habitude d'organiser des événements et je sais que les enveloppes vides, il y en a régulièrement. Donc moi, je lui dis, ah bah, ça arrive et tout ça et tout. Elle me dit, non, c'est pas normal, c'est pas possible que mes invités m'ont remis des enveloppes vides. En plus,
En plus, il n'y a que des proches, c'est un mariage en petit comité, il n'y a que mes frères, mes soeurs, mes cousines, c'est pas normal, c'est pas possible. Et moi je lui dis si, c'est possible, c'est des choses qui arrivent parce que j'ai l'habitude. Mais je comprenais pas vraiment là où elle voulait en venir. Et puis elle me dit non, moi je pense que c'était serveurs qui se sont servis dans les enveloppes. Donc comme nous on s'occupait du service du repas, donc elle s'est dit quand les serveurs y passaient pour débarrasser, ils ont pris l'argent dans les enveloppes. Et là, moi, je dis non, c'est pas possible. Moi, mes serveurs, je travaille avec eux depuis des années. On travaille ensemble depuis 2017. Il n'y a jamais eu de souci de vol ou quoi que ce soit. Non, c'est pas possible. Nous, on n'est pas des voleurs. On ne vole pas. Non, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Comment mes cousines peuvent me remettre des enveloppes vides? Comment ma soeur peut me remettre une enveloppe vide? C'est pas normal et tout ça et tout. Non, 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 c'est tes serveurs qui se sont servis. Et là, à ce moment-là, elle décide d'aller voir 3-4 invités et elle leur demande, vous avez mis combien dans les enveloppes? Et là, les invités, ils disent, on n'a rien mis. Deuxième invité, oh non, j'ai remis l'enveloppe comme ça, je ne savais pas qu'il fallait mettre quelque chose. 3, 4, 5. Et elle se rend compte que ces invités, en fait, lui ont remis des enveloppes vides et qu'on n'avait pas du tout volé. Moi, dès le départ, quand elle m'a dit oui, les enveloppes sont vides, je comprends pas, je lui ai dit il n'y a rien à comprendre, ils t'ont rien donné et c'est tout. Et là, c'est vrai qu'elle était choquée, elle était étonnée, et là, elle s'est excusée, oui, désolée, tout ça et tout. C'est un mariage de 30 personnes, j'aurais jamais cru qu'on pourrait venir me remettre des enveloppes vides, je suis vraiment désolée, tout ça et tout. Elle s'excuse et elle était vraiment choquée. Choquée, choquée, choquée. Entre guillemets, je peux la comprendre parce qu'elle n'organise jamais d'événements, donc elle ne s'est pas doutée que ce genre de situation peut arriver. Mais sachez que lorsque vous organisez un événement, ne comptez pas sur les enveloppes. Organisez un événement. Si on vous donne, tant mieux. Si on ne vous donne pas, c'est pas grave. N'attendez pas après les enveloppes, parce que vous serez déçus. Nous, on a fait énormément d'événements où il y avait des mariés qui disaient non, on a fait un grand mariage, on a respecté nos invités, on veut minimum 3K, on veut minimum 2K. Et ils avaient 1000 euros, 500 euros. N'attendez pas des invités. Ils vous donnent, tant mieux. Ils ne vous donnent pas, c'est pas grave. Et n'accusez pas tout de suite les prestataires. Nous, on a fait énormément d'événements, on a vu énormément de choses, et des fois, c'est la famille. C'est pas forcément les prestataires tout de suite, les enveloppes sont vides, tout de suite, c'est les prestataires. Non, des fois, c'est les membres de votre famille qui ne font pas d'efforts, qui n'investissent pas pour vous. Je vais rebondir parce que c'est vraiment un sujet, on va dire, assez culturel. Très important à le dire, et il faut le redire. On part du principe que lorsqu'on fait un mariage, on ne fait pas un mariage pour des cadeaux. On ne fait pas un mariage pour avoir des enveloppes. On fait un mariage pour honorer, pour s'unir et ainsi va la vie. Mais c'est vrai que celui qui est invité, celui qui reçoit l'invité, il est toujours bien de se dire bon, cette personne-là, après le mariage, a une vie. Donc après la vie, normalement quelqu'un qui est censé, et par principe, parce que encore une fois, on te reçoit dans une salle de réception, il y a un coût. Il y a à manger, c'est un coût. Tu bois, c'est un coût. Tu as des prestataires qui font leur travail, c'est un coût. La moindre des choses, symboliquement, par respect, par considération, une enveloppe, ça ne fait pas de mal. Peu importe le montant. Après, il y a le minimum syndical. Je ne vais pas dire les prix parce que c'est propre à chacun. Mais le minimum syndical, ça ne fait pas de mal. Mais de là, pour moi, c'est un phénomène que j'ai du mal à comprendre. C'est non seulement tu ne veux pas donner de l'argent, c'est ton droit, mais que tu te lèves, tu vas faire la queue pour mettre l'enveloppe. Mais c'est quoi le problème juste pour que le photographe... Moi, je me demande, est-ce que... Enfin, je ne suis pas pour les enveloppes vides. Si on ne veut pas donner, on n'a pas, c'est pas une obligation. Pas une obligation, mais j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a une certaine pression. Tu donnes pas, tu donnes pas. Non. Enfin, moi, c'est mon point de vue. J'ai un pressentiment que on va à un événement, on donne pas, on a cette pression. Non. Oh, t'es la cousine, t'as pas donné. C'est ta conscience. Donc les gens, ils se sont tellement oppressés. Non, en fait, je pense que il y a le côté mature. En règle générale, l'Africain, après on peut spécifier
la communauté congolaise, on a un problème de m'as-tu, c'est-à-dire que je me suis levé pour que les gens me regardent. J'ai donné une enveloppe pour que le caméraman a filmé que je viens de donner. Que le photographe me prend, on vous dire que comme ça, parce que après le mariage, souvent les mariés, quand on est en plein événement, on n'y pense pas, on a la tête comme ça, mais le lendemain, à tête reposée, on regarde les vidéos, on regarde les photos, et c'est à ce moment-là qu'on regarde qui a donné, qui n'a pas donné. Donc, les enveloppes sont toutes les mêmes, à moins que l'enveloppe soit personnalisée, et tu peux reconnaître qui a donné. Mais si c'est une enveloppe blanche, tu ne pourras pas reconnaître qui a donné. Donc le fait de voir que la personne s'est levée, te dire ah bah attends, il m'a donné, mais tu ne sais pas combien il m'a donné. C'est du m'as-tu. Il y a même un moment donné où les personnes, j'ai vu dans un mariage bratavillois, ou même au quinoa, où d'ailleurs les gens donnaient les enveloppes, et puis la personne ouvrait discrètement pour voir s'il y avait quelque chose ou pas. Et quand il n'y avait rien, elle montrait, il n'y a rien. Mais c'est la honte. Le seul conseil que moi je pourrais donner en fait aux invités et aux mariés, lorsque vous faites des mariages, certes, n'attendez pas des cadeaux. Faites-vous plaisir. Donc quand vous faites un mariage en fonction de vos capacités. Ne faites pas un mariage en vous disant que je vais rentabiliser. Non, ce n'est pas un mariage pour rentabiliser. C'est un mariage pour vous faire plaisir. C'est votre union. En revanche, les invités, ce n'est pas forcé. Si vous n'avez pas, en fonction de votre vie, parce qu'on peut comprendre que tout le monde ne vit pas la même vie, en fonction de votre situation, vous n'avez pas les moyens nécessaires, ce n'est pas grave. Restez assis, vous allez aider les mariés d'une manière ou d'une autre. Pas forcément le jour J, mais peut-être demain ou après-demain, vous allez aider les mariés d'une autre façon. Et si vous avez les moyens, pas de souci, levez-vous, allez donner une enveloppe, c'est bien. Dans votre propre conscience, soyez honnête envers vous-même. Cessez de vous montrer, voilà, je me suis levé, voilà, ça sert à rien. Les m'as-tu vu, laissez ça. Les mariés, n'attendez pas un minimum 2 cas, 3 cas, non. Prenez ce qu'on vous donne. Ça s'arrête là. Si vous venez avec l'état d'esprit, je vais rentabiliser, c'est sûr et certain que vous serez déçus. Et puis évitez d'accuser les prestataires, hein, c'est pas bien. Hein? On dit souvent l'ennemi n'est pas loin. Souvent l'ennemi, c'est la parole la plus proche. C'est vrai. C'est les membres de ta famille. Parce que les gens se disent, oh, mais ça ne pourrait jamais me faire ça. Ah, l'ennemi de ton ennemi, souvent il n'est pas loin. C'est vrai. Donc, si je ferme ma parenthèse, faites un mariage en fonction de votre capacité. N'attendez pas trop au retour des autres, et vous les invitez, donnez en votre âme consciente. Si vous avez, tant mieux. Si vous n'avez pas, asseyez-vous, ce n'est pas forcé. Alors, j'ai aussi une anecdote également à te raconter, la prise de contact. J'ai des clients parfois, quand ils me contactent, ils m'envoient un message sur Instagram ou sur WhatsApp en me disant « Bonjour monsieur, je suis un tel, je voudrais avoir vos tarifs. » Tout court. Moi, je regarde le message, ça manque d'informations, il n'y a pas la date, ni le lieu, quel est le besoin concret. Ça me demande directement quels sont vos tarifs. Et puis, c'est pas bon parce qu'en fait, moi, en tant que prestataire, j'ai besoin d'un maximum d'informations pour adapter le devis en conséquence. Et aussi, peut-être parce que quand on est client, on ne se rend pas compte des différents formules qu'il y a à disposition, ou on ne se rend pas compte en fonction du projet de mariage que je vais mettre à disposition, cette tarif est mieux appropriée ou pas. Donc, du coup, je leur demande en fait à ces clients de m'envoyer les informations. Et tu as souvent des clients qui ne m'envoient pas toutes les informations, limite ça me donne le strict minimum, ou alors tu constates qu'en fait cette personne-là, ce n'est pas la cliente. C'est un tel qui a été envoyé. Oui, voilà, ça arrive souvent, ça. Hein. Ça, pour juste histoire de voir combien tu proposes. Voilà. Après, elle s'envoie. Mais ça n'a pas de sens parce que la prestation, ça ne s'arrête pas à un prix. Il faut qu'il y ait une explication détaillée, comprendre la formule qu'on met à disposition, comprendre le projet de mariage. Aujourd'hui, nous, les prestataires, quand on met à disposition nos services, il faut qu'on comprenne c'est quoi la vision des mariés. Monsieur, madame, qu'est-ce qu'elle veut? Ok, je vois sa vision. En fonction de sa vision, voici la formule qui est adaptée. Oui. Maintenant, si aujourd'hui, je ne fais pas mon travail de prestataire correctement, je prends le strict minimum d'informations, je donne le tarif. Et
sous prétexte que tout va bien. Elle signe le contrat. À un moment donné, on va avancer dans le projet. Et elle pourrait me reprocher de mais pourquoi tu ne m'as pas sollicité telle information, parce que moi je fais ça et finalement je ne savais pas que tu proposais ce genre d'activité ou ce genre de formule. Ce que je veux dire par là, et comme conseil que je peux donner aux clients, c'est quand vous faites appel à des prestataires, peu importe le prestataire, arrêtez d'envoyer quelqu'un. Parce que ce n'est pas cette personne-là qui va signer le contrat et payer les acomptes. Cessez d'envoyer le minimum d'informations. Envoyez un maximum d'informations pour que nous puissions comprendre votre projet de mariage et qu'on puisse également vous accompagner dans les meilleures conditions possibles et apporter un tarif adéquat. Et de votre intérêt, le fait de donner un minimum d'informations, ça ne sera pas dans votre intérêt. Le fait de ne pas vouloir communiquer, parce que parfois il faut un entretien téléphonique, ou parfois il faut aussi entamer un entretien physique, tout dépend de quel type de prestataire et comment le prestataire travaille. Mais selon moi, et dans mon activité, il est primordial d'effectuer un entretien téléphonique pour comprendre de A à Z votre projet. Et ensuite, je pourrais également vous communiquer un devis personnalisé adapté à votre projet. Et les autres membres de la famille, ou parce que vous avez envoyé, parce que vous êtes surbooké ou parce que vous n'avez pas forcément le temps, ça ne sert strictement à rien parce que cette personne-là va me donner une version A qui n'est pas le même que votre version. Et il peut y avoir des quiproquos. Donc pour éviter les quiproquos, c'est vous les principaux architectes de votre mariage. C'est à vous de solliciter les prestataires, de communiquer l'intégralité des informations. Ce n'est pas aux membres de la famille que vous envoyez ou des amis que vous envoyez pour aller choper les informations et ensuite vous faire des intermédiaires. Des intermédiaires, on n'en veut pas. On veut les futurs mariés parce que c'est votre projet et votre version que nous voulons. Nous ne voulons pas la version des intermédiaires. Contactez directement les prestataires. Ne vous arrêtez pas forcément au tarif. C'est vrai que quand on organise un événement, souvent les clients ils comparent les prestataires. Celui-ci est moins cher, celui-ci est un peu plus cher. Non, ne vous arrêtez pas au prix. Ça peut arriver effectivement qu'un prestataire soit moins cher qu'un autre, mais peut-être qu'il propose plus de services. Ou peut-être que le service client est meilleur. Oui, effectivement, la cousine, elle y va, elle demande les tarifs, d'accord. Mais vous, allez-y, échangez avec le prestataire. Est-ce que le feeling, ça s'est bien passé? Est-ce qu'on s'est bien entendu? Ça a matché, ça s'est bien passé. Prenez le temps d'aller voir le prestataire, d'échanger avec le prestataire. Un jour, moi, j'ai eu un événement. Donc, c'était un mariage. Et la mariée, on échange, comme d'habitude. À chaque fois, on prend le temps d'échanger avec les clients, comment ils veulent que l'événement se passe. Donc, on échange et tout ça et tout. Et elle m'indique que pour son événement, elle a prévu énormément de boissons alcoolisées et qu'il y en a beaucoup. Et qu'elle pense que toutes les boissons ne seront pas bues. Donc, elle me dit, oui, il faut que tu fasses attention aux boissons. Donc elle a l'habitude d'aller dans les événements, elle sait comment ça se passe, qu'il y a des vols et tout ça et tout, elle le sait. Donc elle me dit, moi j'ai un restaurant, ce qui veut dire que tout ce qui ne sera pas bu ira dans mon restaurant. Donc fais bien attention aux boissons. Et elle me dit que elle va mettre aussi sa sœur sur les boissons, sur la surveillance des boissons. J'arrive le jour de la prestation, les boissons elles étaient mises dans la chambre froide. Je vais dans la chambre froide, et effectivement il y avait énormément de boissons. Il y en avait beaucoup. C'était sûr que tout n'allait pas se boire. Et c'était des boissons de qualité. Hein. C'était pas de la sous-marque ou quoi que ce soit. C'était vraiment des boissons de qualité. Il y en avait énormément. Je fais le service. On fait le service. Donc je dis bien on parce que lors des prestations, je ne suis pas seule. Je suis avec mes collègues. On fait le service et tout ça et tout. Je jette un coup d'œil sur les boissons comme c'est prévu. Et à un moment donné, je rentre dans la chambre froide et je vois un sac poubelle. Je me dis, oh, sac poubelle. Nous, quand on fait le service, on fait vraiment attention à l'hygiène. Donc les sacs poubelles dans les chambres froides, c'est pas possible. Je me dis, bon, peut-être qu'un serveur, il n'a pas fait attention et tout, il a laissé le sac poubelle. Donc je vais l'enlever. Et là, je me rends compte dans sa poubelle qu'il y a énormément de boissons. Je regarde du coup la chambre froide et je vois qu'il manque énormément de boissons. Je me dis, oh, c'est suspect ça. Je vais laisser ça comme ça. Je vais continuer à faire mon service et je jette un coup d'œil un petit peu. C'est suspect. Je continue mon service. Et là, je me rends compte que la sœur de la mariée, qui devait s'occuper de la surveillance des boissons, elle remplissait les boissons dans un sac poubelle
Et elle faisait comme, en fait, en gros, elle remplissait les boissons et elle faisait comme si elle les jetait à la poubelle. Elle prenait le sac poubelle pour le mettre dans sa voiture. Et son mari faisait le guet. Et là, je me dis, non, c'est trop. Et elle n'avait pas pris 2-3 boissons. Elle avait pris plus d'une vingtaine de boissons. C'est grave, ça. Et là, je me dis, non, il faut vraiment que je signale la situation, parce que sinon, c'est nous qu'on va accuser. C'est nous qu'on va accuser. Et nous, comme d'habitude, quand on organise des événements, on ne sollicite pas les mariés. Le but, c'est qu'ils profitent de l'événement, qu'ils ne soient pas au courant de tout ce qui se passe en backstage. Donc, je me dis, il faut que j'avertisse quelqu'un. Parce que là, c'est trop. Ils avaient pris énormément de boissons. Et là, je dis, bon, je vais appeler la témoin. J'appelle la témoin, je lui explique la situation. Comme ça, nous, on est dédouanés. S'il y a un souci, on ne pourra pas se retourner contre nous. J'appelle la témoin, elle constate la situation. J'allais gérer et puis on continue l'événement. D'accord. Donc, sachez bien que dans les événements, il y a énormément de vols. Énormément. Et dites-vous là que c'était la sœur et son mari, ils étaient en train de partir avec les boissons. Sachez-le, dans les mariages, on en voit énormément de vols. Est-ce que tu as déjà vu des vols, toi, lors des mariages? J'ai déjà vu pas mal de histoires de ce genre. Est-ce que je peux également rebondir sur ça? Encore une fois, parfois la délégation familiale n'est pas souvent la solution. Je ne dis pas ça l'est ou ça ne l'est pas. Ce n'est pas toujours la meilleure façon de procéder. Parce que je pars du principe que je mets sur ce poste-là mon frère et ma soeur, ce sont des personnes de confiance. Donc si cette personne de confiance me fait ce genre de choses, c'est inadmissible. Donc parfois, il vaut mieux se tourner auprès des prestataires professionnels puisque eux, ils sont là pour faire le travail. Pour moi, ça part du bon sens. Donc en gros, le conseil que moi je pourrais donner, c'est déléguer. Mais quand on parle de délégation, c'est auprès des professionnels, des personnes compétents qui vont faire du travail d'office professionnel et sérieux. La délégation familiale, c'est vraiment un père tranchant, un coup tranchant. C'est en fait, je délègue un membre de la famille qui est censé dont je suis censé lui faire confiance, mais les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions ou comme je l'entendais. Donc, déléguer aux professionnels pour éviter ce genre de situation et éviter, si vous pouvez éviter de déléguer au maximum aux membres de la famille dans votre intérêt. En fait, vous voulez déléguer aux membres de la famille parce que vous vous dites, voilà, c'est ma soeur, c'est ma cousine et tout. Mais sachez que moi, au quotidien, lors des mariages, on voit des vols et c'est les sœurs, c'est les cousines qui prennent. Après, c'est pas des vols importants, c'est des boissons, c'est de l'alcool, c'est des gâteaux. C'est vrai que c'est pas... Ça reste de la valeur, hein. C'est une somme quand même, ça reste de la valeur. Les boissons, il faut te dire que même dans les dots, c'est ce genre de boissons qu'on utilise. Exactement. Donc même pour les matchs, c'est ce genre de boissons qu'on utilise. Dans les anniversaires, c'est le genre de boissons qu'on utilise. Alors c'est de l'argent, c'est du vol. C'est du vol, donc certes c'est pas de l'argent, mais c'est dématérialisé par de l'argent. Donc à partir du moment où la sœur emmagasine dans son véhicule personnel pour ses éléments personnels, c'est du vol. Sœur ou pas sœur, c'est du vol. Parce que ces boissons sont destinées à la consommation du jour J. C'est vrai. Et pas pour des biens personnels. Donc après, peut-être, on va dire, à la fin de l'événement, avec les autorisations, tout le monde est parti, bien sûr, elle peut récupérer quelques cartons. Mais pendant l'événement, c'est du vol. C'est inadmissible. Parce que aussi, généralement, il y a des mariés qui font exprès d'acheter les boissons à la dernière minute, qui gardent bien les tickets de caisse. Comme ça, ceux qui n'aient pas bu, ils peuvent le retourner en magasin. Ben, c'est à leur avantage, c'est à leur intérêt. Aujourd'hui, quand on prend une palette de canettes de Coca-Cola, quand on prend une palette de boissons sucrées ou alcoolisées, et que la palette est en bon état, qui n'a pas été consommée ni utilisée, bah, pourquoi pas, oui, aller remettre au magasin et récupérer. Par contre, faisant cela, on récupère plus de centaines d'euros. C'est 500 euros, c'est 600 euros, c'est 800 euros. Donc, encore une fois, après le mariage, il y a la vie. Donc, si je peux récupérer 800 euros, 1000 euros en boisson, non, je ne dirais pas non. C'est vrai, oui. Donc, c'est de l'argent. Alors, quand quelqu'un récupère ses boissons pour des trucs perso,
c'est pas mauvais. Mais quand il y a des tonnes, et c'est vrai que même parfois cette personne qui est censée sécuriser les boissons pour aller rembourser ça, parce que les mariés, c'est pas eux qui vont aller à la chambre d'eau froide pour vérifier telle boisson, non, eux, ils seront déjà partis. Il y a une personne qui a été affectée, et les prestataires, généralement après la prestation, vous partez, donc du coup, c'est les membres de la famille qui vont encore rester pour verrouiller, faire en sorte que c'est pas dans les meilleures conditions. Donc, voilà, encore une fois, ne faites pas en sorte que on soit découragé des membres de notre famille. Ne faites pas en sorte que, voilà, on ne peut plus faire confiance aux membres de la famille. Non, faites en sorte que vous êtes un élément essentiel à l'organisation du mariage. Donc, les coups bas comme ça, malhonnêtes. Parce que pour t'énumérer rapidement, d'autres vols qu'on a pu voir, déjà on a les vols couramment, c'est les canettes. Il y a des personnes qui nous demandent plusieurs canettes en espace d'une heure, beaucoup de canettes, on veut un Coca, on veut un Oasis. Et puis on se rend compte que dans la table, pas de canettes. Donc ils demandent les boissons, les canettes par exemple, ils les prennent, ils les mettent dans le sac. Quand c'est des bouteilles, ils demandent « Ah, on veut un Coca !» Ils prennent le Coca, ils mettent sous la table. « Ah, on veut un Oasis !» Ils prennent, ils mettent sous la table. Et ensuite, après, quand ils voient qu'ils peuvent, ils prennent les bouteilles, ils les mettent dans la voiture. Aussi, il y a les vols, parce que généralement, quand il faut charger les boissons dans la salle, c'est les tontons, les papas qui s'en occupent. Ils arrivent, ils remplissent le frigo et tout ça de boissons, et il y a un petit peu de boissons qu'ils mettent dans leur voiture. Donc ils remplissent un peu pour la salle et un petit peu ils mettent dans leur voiture. Ça c'est vraiment les vols couramment. Même un jour on a fait une prestation, donc c'était un anniversaire. Donc c'était une maman qui faisait l'anniversaire de sa fille. Il y a une invitée qui vient, qui lui ramène un gâteau. Elle dit ah merci, c'est gentil. Bon, moi je vais prendre le gâteau. Je vais le mettre aussi quand tu auras le gâteau d'anniversaire. Je vais aussi l'apporter. Elle le range au frigo. Il y a un ami qui rentre comme ça, qui ouvre le frigo, qui voit le gâteau, qui le prend, qui le met dans sa voiture. Ça, c'est vraiment des... Voilà. Et franchement, dans les mariages, sachez que nous, on voit énormément de vols. Un jour, on a même fait un événement. C'était la fin. Et en règle générale, les mariés, ils posent par exemple une bouteille de vin blanc, une bouteille de rosé à chaque table. À la fin, quand c'est pas ouvert, ils le prennent, ils le rangent. Ils le ramènent chez soi ou même ils le rendent au magasin. Comme j'ai dit, généralement, les mariages, ils achètent un peu les boissons à la dernière minute. Comme ça, ce qui n'est pas bu, ils peuvent le rembourser pour récupérer un petit peu. Là, il y a une dame comme ça, elle passe à toutes les tables. Toutes les bouteilles qui sont fermées, elle les prend. Elle vient avec ses enfants, prenez. Toutes les bouteilles qui sont fermées, elle les prend. Alors ça c'est... Alors, les bouteilles de vin, généralement, on appelle ça comme une sorte de symbole. Les bouteilles de vin et les bouteilles de rouge, ça c'est les bouteilles souvent personnalisées. Parfois il y a la photo, tu peux rien y faire. Ou soit tu peux consommer sur le moment, ou parfois tu n'as pas forcément le temps parce que tu vas conduire. Pour éviter, tu vas la consommer chez toi. Il n'y a pas de souci. Mais de là à collectionner, faire de la collecte du vin, des bouteilles de vin, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ayez la décence de, si vous voulez prendre une bouteille de vin, de la boisson, ce n'est pas mauvais. Mais de là à faire les cours de Carrefour pour remplir les frigos dans la maison, arrêtez ça. Soyez dignes, mes chers futurs invités. Soyez dignes. Et dis-toi qu'on a même eu un mariage un jour où il y a la fille de la mariée qui a perdu son téléphone. Elle cherche, elle trouve pas son téléphone. Elle se dit, oh, mais il est où mon téléphone? Elle cherche, elle trouve pas. Et elle nous avait dit qu'en fond d'écran, elle était avec sa mère. Sa mère était la mariée. Elle appelle son téléphone éteint. Alors qu'elle était à 100%. Donc quelqu'un dans la salle a trouvé son téléphone, l'a pris et l'a éteint. Ça veut dire qu'ils ont volé le téléphone de la fille de la mariée. Alors que je pense qu'ils ont bien dû voir le fond d'écran. Ils ont vu la mariée avec sa fille, ils ont pris quand même. C'est pour te dire. Même un jour, on a fait un événement. Je ne sais pas si tu vois, c'est quoi les petites bouteilles là où il y a du jus de citron. Oui. Tu sais, les petites bouteilles là. Il y avait dans chaque table. On arrive à la fin de l'événement, tout ça et tout. Tout le monde commence à rentrer chez soi. Il y a une dame, elle va dans toutes les tables, elle prend les petites bouteilles là. Ah, j'ai dit, même ça, on vole. Même ça là, les petites bouteilles là qui coûtent 40 centimes, 50 centimes. Même ça, les gens, ils volent. Il y en a qui sont nés à avoir la honte. Soyez dignes. Voler les choses comme ça qui n'ont aucun intérêt. Non, faut arrêter ça. Mais j'ai une histoire également, et encore ça concerne l'ensemble des prestataires. C'est le fait de clôturer, mis à part les acomptes, honorer le contrat.
J'ai eu des clients où parfois quand on signe le contrat, ils donnent des acomptes, tout va bien. Et après, maintenant, quand il faut également régulariser, selon les différentes modalités, 2 semaines avant le jour J, parfois tu as des clients qui me disent mais non, normalement c'est le jour J, je donne tout le jour J. Bah non, moi je dis non, je ne peux pas prendre le jour J parce que le jour J c'est le mariage. Tu seras déjà connecté dans ton mariage. Donc du coup, moi en tant que prestataire, je ne peux pas venir te voir te dire ah, il me manque tant. Déjà, par ma personnalité, je serais gêné. Mais c'est ni le lieu, ni le moment de réclamer dessus. Donc, vaut mieux que ça soit à la veille, à un autre moment, comme ça, tous les éléments se régularisent, on est tranquille. Le seul conseil que moi je peux vous donner en fait aux futurs mariés, c'est quand vous avez un contrat, apprenez à respecter les clauses du contrat. Lorsque vous donnez un acompte, cela vous oblige à respecter le contrat, ça vous engage. Il peut y avoir des situations où vous ne pouvez plus honorer. Dans ce cas-là, on reporte le mariage. Dans ce cas-là, vous annulez, mais vous perdez vos acomptes. Mais lorsqu'il faut honorer le contrat, n'attendez pas le jour J. Parce que le jour J, souvent, on prend un peu en otage le client. On dit, bah, écoutez, tant que ça n'a pas été régularisé, je ne viens pas. C'est de leur droit des prestataires de ne pas honorer tant que le contrat n'a pas été honoré. Donc, apprenez à gérer votre budget. C'est comme à la maison, quand il y a un loyer qui passe, quand il y a la facture d'EDF qui passe, quand il y a les achats de l'alimentation à faire pour au quotidien. Oui, la vie quotidienne. La vie quotidienne, vous savez à quel moment ça passe. Et c'est la même chose pour le mariage. Donc quand vous signez différents contrats, à vous de faire en sorte que chaque prestataire soit payé en temps et en heure. Ce n'est pas le jour J où vous comptez les enveloppes pour compléter. Non, c'est en amont, de manière à ce que votre mariage se passe dans les meilleures conditions. Parce qu'après, il n'y a que vos yeux pour pleurer. Quand un prestataire ne veut pas honorer, il faut assumer les conséquences. Donc, apprenez à anticiper pour honorer les contrats dans les meilleures conditions afin de ne pas subir une mauvaise situation. Vous organisez un événement, soyez organisé. Je le dis et je le répète tout le temps, soyez organisé. Vous avez signé un contrat avec un prestataire, vous devez lui régler la somme avant telle date, soyez organisé, faites vos comptes, faites en conséquence pour qu'il n'y ait pas de soucis le jour J. Soyez sérieux avec vos prestataires, c'est très important. Moi j'ai vu des mariages où les prestataires ont été négligés et à leur tour les prestataires ont négligé les mariés. Soyez concentrés, vous avez signé un contrat, il faut régler tant. Il faut régler avant telle date, respectez. Si vous voyez que non, c'est un petit peu compliqué, tout ça et tout, prévenez le prestataire en amont. Mais anticipez bien le jour J. Le prestataire, il se doit d'être qualitatif dans le travail qui vous est fourni. Et vous, en tant que client, vous devez respecter les clauses. Une autre anecdote que j'ai pu avoir lors d'une prestation, c'était un mariage maghrébin. C'est parti en voyage de l'autre côté. Nous, on s'occupe de l'organisation de tout type d'événements. C'est très bien. Et elle me dit, oui, c'est un petit peu compliqué, tout ça et tout, parce qu'il y a ma mère qui veut quelque chose de bien précis, ma belle-mère qui veut quelque chose de différent. Moi, j'ai envie de suivre ma mère, mon mari, mon futur mari, il a envie de suivre ce que dit sa mère, et plus moi aussi mes envies. C'est un petit peu compliqué, tout ça et tout. J'échange un petit peu avec elle et tout ça et tout. Ce jour-là, on devait s'occuper du service du repas. Et elle me dit, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment on va s'organiser, c'est compliqué, c'est la guerre entre les... Parce que du coup, elle était tunisienne, le mari, il était algérien. C'est la guerre, c'est compliqué, tout ça et tout, je sais pas. Donc, avant le jour J, je la contacte encore. Comment ça va se passer pour le service du repas? Elle me dit, je ne sais pas. Parce que les deux mères, elles voulaient chacun et tout ça, c'était compliqué. Elle me dit, je sais pas comment ça va se passer, on verra le jour J. Et moi, j'ai jamais fait d'événement où j'arrive sur place, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous, en règle générale, quand on s'occupe du service du repas, on nous dit oui, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, il y a des petits changements, c'est normal. Mais jamais on arrivait à une prestation, on nous dit, on ne sait pas, venez seulement, on ne sait pas. On arrive le jour J, tout ça et tout. Bon, eux, les Maghrébins, en règle générale, eux, ils font plat sur table. C'est-à-dire qu'on dépose un plat, les invités eux-mêmes, ils se servent. Et après, donc c'est l'entrée. Règle générale, c'est salade. Après, c'est le plat chaud. Et après, c'est salade de fruits. Et après, c'est le dessert. Service à table. Voilà. J'arrive et tout ça et tout. Elle me dit, ah, moi, je sais pas, à vous avec les mamans.
comment ça se passe, comment on fait et tout. Les mamans, ils se disputaient. Oh non, on va d'abord mettre ça, on va d'abord mettre ça. Donc en gros, les mamans, elles avaient chacun prévu un plat différent. Déjà pour l'entrée, elles avaient prévu une entrée similaire. Hein. Il y avait 2-3 choses qui changeaient. Il y en a une, elle avait prévu salade de pommes de terre, l'autre avait prévu salade, tomate, concombre. 2-3 petites choses qui changeaient. Mais elle ne voulait pas mettre les 2 plats ensemble. Moi, je commence à dire non, venez, on met les 2 plats ensemble. Non, chacun son plat, on ne met pas ensemble, on ne veut pas. C'était compliqué. J'ai bataillé. Elle ne voulait pas que les 2 plats soient ensemble. Un plat séparé. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je dis à mes collègues et tout, on va d'abord déposer une salade. On va prévenir les invités qu'il y a une autre salade qui arrive. Sauf qu'eux, en règle générale, les Maghrébins, eux, c'est pas buffet à volonté. Eux, c'est un plat. Ça veut dire qu'on dépose, on leur dit oui, il y a une autre salade qui arrive. Oh, comment ça, une autre salade qui arrive? Eux, ils ne comprenaient pas. Ils se sont servis, ils ont mangé. Nous, après, quand on débarrasse, on dépose encore l'autre salade. Mais ils disent, oh, mais nous, on vient de manger la salade. Il faut ramener le plat chaud. On dit, non, le service, il est comme ça. Eux, ils ne comprennent pas. Comment ça, le service, il est comme ça? Mais il faut déposer tout en même temps. On dit, non, le service, il est comme ça et tout. On dépose la salade, la deuxième salade. Eux, ils ne mangent pas. Ils avaient déjà mangé la première salade. Même les invités, ils disent, oh, mais c'est quoi ces serveurs incompétents? Au lieu de déposer tout en même temps, ils déposent un peu. Il y en a qui disent, oh, mais c'est quoi ce service? Qu'est-ce que vous nous faites là? On dit, non, c'est comme ça. Eux, ils ne comprenaient pas. Oh. Et les mamans, maintenant, ils ont vu que la première salade a été mangée, mais pas la deuxième. Maintenant, on arrive au plat chaud maintenant. Du coup, les Algériens, si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, les Algériens, eux, c'est poulet olive. Maintenant, les Tunisiens, eux, c'est la viande avec les haricots, les pommes de terre. Maintenant, comme ils ont vu que la première salade n'était pas mangée, maintenant, c'était la guerre entre les deux. Quel premier plat va être servi en même temps? Moi, je commence à battre avec eux. Non, venez seulement, on met les 2 plats en même temps. Comme ça, les gens, ils se servent. Non, d'abord les Algériens. Non, d'abord les Tunisiens. Ils se bataillaient. Et c'était compliqué. Et comme la famille, ils se sont dit, ah, il y a une cuisinière qui est là, il y a des serveurs qui sont là. Ils étaient à table, ils ont donné le repas. C'est-à-dire que moi, j'étais avec les mamans, j'étais en train de batailler. Ça s'énervait, ça criait sur moi. Pourquoi tu veux d'abord les trucs d'Algériens? Pourquoi tu veux pas les Tunisiens? Moi, j'étais là au milieu comme ça. On a déposé poulet olive. Les gens, ils ont mangé. On leur a dit, gardez un peu de place. Ceux qui veulent la viande, ça vient après. Maintenant, les gens, ils ne comprenaient pas. Oh, il faut ramener tout en même temps, comme ça, on choisit. On ne peut pas manger. Et les autres, ils disent, oh non, on attend l'autre plat. On ne mange pas ensemble. Moi, j'avais dit aux mamans, il faut qu'on mette tout en même temps. Comme ça, tout le monde mange en même temps. Et puis aussi, le service, il est fluide. Je ne veux pas dire que tu ramènes un plat, il y en a qui mangent, les autres qui regardent. Et après, ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'on fait. Non, nous, on commence par nous. Non. Ils se disputaient. On a commencé par un plat. Après, quand ils ont fini, on a apporté le deuxième. Les gens ont dit non, nous, on a mangé directement, on ne peut pas attendre le deuxième plat. Après, encore, plateau de fruits. Ils avaient chacun fait un plateau de fruits différent. C'était similaire, hein, des petites choses qui changeaient. Non, d'abord mon plateau. On a fait encore un par un. Encore, les invités, vraiment, ils nous ont pris pour des charlatans. Ils se sont dit, oh, mais c'est quoi ces serveurs-là? Comment ils font le service? Les invités ne comprenaient pas. Sauf que nous, on suivait les directives. L'événement, il est passé et tout ça et tout. Je me suis dit, franchement, cet événement, il était compliqué. C'est passé. Une semaine après, la mariée m'appelle. Elle me dit, non, faut que je te voie. Ma mère a vu donner un cadeau pour te remercier, tout ça et tout. Moi, j'étais touchée parce que les gens, quand ils sont contents, ils nous envoient un petit message et tout. Ils nous disent merci. Là, j'ai eu un cadeau. J'étais étonnée. Et là, elle me dit oui et tout. Ma mère, elle s'est rendue compte. Tu sais, quand l'événement, ça passe, on se rend compte que vraiment, elle agit comme une enfant et tout et que tu as supporté. Et donc, voilà, elle veut donner un cadeau. 2 semaines après, elle me rappelle encore. Oh, ma belle-mère encore veut donner un cadeau. On échange encore et tout. Elle me dit non. Ils se sont rendus compte que toi, tu es venu faire ta prestation, tu as fait la prestation, mais tu as géré au-delà de la prestation. Ça veut dire que le jour J, tu as géré l'humain. Et même eux, ils se sont rendus compte que non, ils avaient abusé. C'est ça. Et je me suis dit non. Et ça m'a touchée parce que ils ont vu qu'on a bien géré la prestation. C'était professionnel. Mais ils ont vu aussi qu'on a géré au-delà de la prestation. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, des fois on arrive dans des prestations, on gère des choses qu'on ne doit pas gérer. Et puis on n'est pas remercié, ça s'arrête là. C'est pas grave. Mais là, vraiment, le fait qu'ils ont reconnu mon travail, que moi j'ai fait au-delà de ce que je devais faire, vraiment j'étais touchée. Et vraiment, ils m'ont dit non, merci. On s'est rendu compte que, les mamans se sont rendues compte que, pendant le mariage, on a abusé. Mais la fille aussi, elle a tenu. Et vraiment, ça m'a touchée. Ok. C'est là que je veux également aussi, je rejoins ton idée du fait que moi aussi j'ai dû affaire à des personnes, on va dire plutôt le mari,
où normalement nos garçons d'honneur, quand ils interviennent, ils sont là pour représenter les mariés. Mais moi, quand j'ai signé le contrat, j'avais signé le contrat avec la mariée. Je n'ai pas été en contact avec le mari. Ça fait que quand j'arrive sur place, normalement, il devrait y avoir une table pour les garçons d'honneur. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de table pour les garçons d'honneur. J'apprends qu'il y avait une table prestataire. Pour le caméraman, photographe, mais pas pour les garçons d'honneur. Et que quand je trouve une table pour faire asseoir les garçons d'honneur, je le mari qui va me voir et qui me dit non, les garçons, il ne faut pas qu'ils soient là, ils doivent être dans le couloir, ils doivent rester là-bas, vous dansez et vous partez. J'ai dit, mais comme ça on part. Bah oui, non, pour nous, vous dansez, vous faites une entrée, puis vous partez. Bah non, nous on est là pour faire vos entrées, première entrée, deuxième entrée. On fait en sorte que les invités puissent prendre du plaisir. Et généralement, quand on part, c'est aux alentours de 3h, 4h du matin. Et pas quand on fait l'entrée, hop, on s'en va. Non, c'est pas ça, moi j'ai pas compris ça. Bah je dis, bah voyez votre femme, parce que c'est comme ça a été convenu. Non, on va pas se passer comme ça, ça va être autrement. Bah, j'ai écouté, moi je prends sur moi, je vais pas rentrer en conflit avec le mari, c'est son jour J. Du coup, d'autres membres de la famille ont vu que le mari était un peu stressé, ils l'ont pris à part, ils l'ont mis de côté. Nous on est resté de l'autre côté, on est resté quand même assis. Après nos entrées, on a fait la première entrée, deuxième entrée. Le problème c'est qu'en fait le mari voulait que cette table soit affectée à ses invités, mais ses invités ne sont pas venus. Donc nous, on en a profité pour prendre cette table-là. Et après, à la fin de la prestation, moi, j'estimais que il n'y avait pas notre place. Quand tu n'es pas à l'aise dans un mariage ou on ne te met pas dans les meilleures conditions, vaut mieux partir. Comme ça, tu n'es pas la personne, on va dire que c'est toi qui as gâché mon mariage. Oui. Tu fais ta prestation, tu t'en vas. Comme il le veut. Alors, c'était pas convenu. Et tu as la mariée qui dit, mais pourquoi vous partez? Oui, mais pas que monsieur ne veut pas qu'on soit là, monsieur comptait qu'on fasse vos entrées, et puis on partait. Ah oui, c'est vrai, c'est ma faute, j'aurais dû en parler avec lui, je vais pas parler avec lui, etc. etc. Mais tellement qu'elle était mal à l'aise, elle dit non, partez pas, je vais vous remonter, je vais vous donner quelques bouteilles, comme ça vous partez avec ces bouteilles. Donc la mariée nous remet des bouteilles, nous remet quelque chose, pour qu'on repart avec quelque chose. Et le lendemain, j'ai eu un feedback où la mariée me dit non, merci beaucoup, parce que j'avais géré encore une fois au-delà de la prestation, donc on a fait notre mission, mais on a su être professionnel. On aurait pu s'énerver, on ne l'a pas fait, on est resté courtois, poli, on a fait ce qu'on avait à faire, on est parti. C'est que moi j'ai envie de donner comme conseil aux clients, c'est quand vous donnez des prestations, si monsieur donne ou madame donne, mettez-vous d'accord. Communiquer. Nous, les prestataires, on n'est pas des arbitres. On n'est pas là pour faire, non, on est là pour exécuter la mission. Donc, c'est toujours bien de nous remercier le lendemain. On n'est pas là pour quémander les merci. Non, on ne demande pas des... Non, mais c'est toujours bien parce que ça part du bon sens relationnel. Encore une fois, nous restons des êtres humains. Donc, en fait, faites en sorte qu'aussi, quand on se lève le matin, on ait envie de continuer dans les prestations pour prester. C'est vrai que le mariage est stressant, ça te transforme en une autre personne, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais c'est toujours bien de remercier, de reconnaître le lendemain pour que mentalement, la santé mentale ne prend pas un coup. Parce que à force, ça prend un coup. Et demain, parfois, il y a des prestataires même qui répondent mal aux clients, pas parce que la personne a mal parlé, mais parce que la personne a tellement accumulé des mauvais traitements en faveur des différents clients qui fait que ce jour-là c'était la goutte de trop, mais c'était au mauvais moment. Donc apprenez à gérer au stress, apprenez à être poli avec les prestataires, apprenez à communiquer entre vous, soyez clair et possible pour que nous puissions effectuer vos missions. Nous ne sommes pas des magiciens pour deviner ce que vous voulez et nous ne pourrons pas également imaginer et transformer la mission. Nous sommes là également pour exécuter et suivre la feuille de route. Comme je l'ai dit encore précédemment, je le redis encore, communiquer. Ça, c'est encore une fois un manque de communication. C'est ton mariage, communique avec ton mari. Il y aura tel et tel prestataire, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. C'est pas normal que le marié ne soit pas informé de la situation. Ce n'est pas normal. Après, c'est vrai que on voit que les mariés, hein, ils sont un petit peu laxistes en termes d'organisation, qui ne sont pas au courant de tout, mais il y a des choses quand même,
C'est la base, c'est important. Il doit savoir, il y a tel et tel prestataire, il va rester tant de temps. Ça, c'est des choses de base. Communiquez avec votre conjoint. Communiquez. Et pour revenir à l'anecdote du mariage maghrébin que j'ai eu par rapport aux mamans, c'est vrai que généralement les mamans, elles sont très impliquées pour l'organisation. Elles sont dans la joie, elles sont heureuses, on va marier notre enfant, donc elles veulent absolument faire comme ci, faire comme ça, il y aura la famille, il y aura les tantes, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, on le voit couramment, que les mamans, elles sont énormément impliquées dans l'organisation et même le jour J. Mais encore une fois, prenez le temps d'échanger avec eux. Prenez le temps de parler avec eux. Maman, tu veux ça? Mais nous, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais. Donc voilà, on arrive à la fin des anecdotes. J'espère que la vidéo elle vous a plu. On vous a raconté tout ça, pas pour se moquer de qui que ce soit ou pour pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est pour vous édifier et vous partager les backstage lors des prestations. Si il vous est déjà arrivé une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas les seuls. À bientôt. Vous n'êtes pas les seuls et à bientôt. On est ensemble.